Le récit selon lequel l'Iran ne serait qu'à 1 ou 2 ans de posséder l'arme nucléaire remonte au moins à 1984. On trouve des articles dans les médias occidentaux, notamment dans le New York Times, datant de 1984, qui mettent en garde contre cette menace. On peut même trouver des gens qui en fantasmaient déjà dans les années 1970, avant même la Révolution. C'est grotesque, et c'est bien sûr exactement le même récit que celui que nous avons vu en Irak en 2003, les armes de destruction massive. Et cela s'est avéré être un mensonge absolument flagrant. Cela a été révélé comme un mensonge absolument flagrant, et Colin Powell s'est excusé d'avoir menti devant les Nations Unies. Les attaques préventives sont clairement et totalement interdites. Ils ne font pas partie de la doctrine de frappe préventive. Et ce que Netanyahou a fait le vendredi 13 est clairement une attaque préventive. Je veux dire, même dans son discours, il a dit que l'Iran était à 1 ou 2 ans de posséder une bombe nucléaire. Cela ne compte pas, même selon la doctrine de la guerre juste, comme un cas de frappe préventive. Si c'est quelque chose, c'est préventif. Et cela est exclu, interdit. Vous ne pouvez pas le faire. C'est une attaque. Et dans ce cas, selon la Charte des Nations Unies, c'est l'Iran qui a le droit à la légitime défense. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel et un véritable ami, le Dr Pascal Lotas. Pascal est professeur assistant en relations internationales à l'Université de Kyoto au Japon et il anime le meilleur podcast sur la géopolitique, Neutrality Studies, sur YouTube. C'est l'une de mes chaînes YouTube de référence depuis plusieurs années déjà. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement à découvrir sa chaîne formidable. Je laisserai le lien dans la description ci-dessous. Pascal, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité, Lena. Eh bien, je pense que les événements que nous vivons en ce moment, qui se déroulent actuellement, sont vraiment préoccupants. J'aimerais donc avoir votre avis sur plusieurs aspects clés qui nous aideront à comprendre ce qui se passe et à vraiment mettre les choses en perspective. Je voudrais donc commencer par l'événement qui a eu lieu le 13 juin, le jour où Israël a attaqué l'Iran. Israël a déclaré que les frappes étaient, je cite, préventives. Et ce terme particulier, frappe préventive, a une définition très claire en droit international. Comme vous l'avez mentionné dans l'une de vos récentes vidéos, la théorie de la guerre juste. Alors, existe-t-il des raisons de croire que l'attaque d'Israël contre l'Iran était effectivement préventive le 13 juin? La première chose que je dois expliquer, c'est que le terme « préventif », bien qu'il existe en tant que concept en droit international et fasse notamment partie de la théorie de la guerre juste, qui est en réalité une très ancienne doctrine chrétienne sur les conditions acceptables pour entrer en guerre, n'est pas reconnu comme un droit dans la Charte des Nations Unies. Cela n'existe pas. La Charte des Nations Unies ne reconnaît que le droit à la légitime défense et à la défense collective, conformément à l'article 51. Elle ne reconnaît pas un droit aux frappes préventives. Ce n'est pas le cas. De plus, toutes les grandes conventions internationales que nous avons ne reconnaissent pas non plus les frappes préventives comme concept. Ce que nous avons, ce sont des juristes qui soutiennent que le droit à la légitime défense peut, dans certaines circonstances, inclure le droit à la défense préventive, ce qui est aussi un peu absurde, car une frappe préventive est toujours une frappe offensive. Mais il existe des juristes, et à ce titre, il y a effectivement certains avis d'experts qui font partie du corpus du droit international, ce qui est considéré comme la loi. Mais le mot préemptif est différent de préventif, et préemptif se rapproche encore plus d'une frappe sur votre territoire sur le point d'être exécutée.
C'est donc l'idée que si l'adversaire a déjà massé des troupes à votre frontière, a déclaré publiquement qu'il attaquerait demain, et a donné tous les signes indiquant qu'il ne s'agit pas seulement d'une menace, mais que l'attaque sera effectivement menée et que les préparatifs sont déjà faits, alors il serait déraisonnable de vous demander d'attendre qu'il frappe. Ainsi, selon la doctrine de la défense préventive, vous seriez autorisé à commencer à frapper ces troupes massées à la frontière, ou quoi que ce soit d'autre, qui soit vraiment imminent. Imminent au sens de quelques heures seulement avant que cela ne se produise, sans la moindre possibilité de doute. Les attaques préventives, en revanche, sont des attaques censées neutraliser un adversaire qui pourrait vous attaquer à un moment donné dans le futur. Et les attaques préventives sont clairement et totalement interdites. Elles ne font pas partie de la doctrine de la frappe préemptive. Et ce que Netanyahou a fait le vendredi 13 est clairement une attaque préventive. D'ailleurs, même dans son discours, il a dit que l'Iran était à 1 ou 2 ans d'obtenir la bombe nucléaire. Cela ne compte pas, même selon la doctrine de la guerre juste, comme un cas de frappe préemptive. Si c'est quelque chose, c'est préventif. Et cela est exclu, interdit. Vous ne pouvez pas le faire. C'est une attaque. Et dans ce cas, selon la Charte des Nations Unies, c'est l'Iran qui a le droit à la légitime défense. Donc tout ce qu'Israël fait en ce moment, en disant « Oh, les Iraniens nous attaquent, nous devons nous défendre », Israël a le droit de se défendre. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. Si c'est vous qui avez commencé, si c'est vous qui continuez à tirer, surtout si l'autre camp continue de dire, comme le font les Iraniens, « Arrêtez, et nous arrêterons aussi ». Donc tout ce récit qu'Israël a construit ne tient pas la route. Et si certains prétendent le contraire, et qu'il existerait une étrange doctrine de droit international qui le permettrait, ils l'inventent. Ils sortent ça de nulle part. Sérieusement. Et c'est ce qui est extrêmement frustrant en ce moment. Surtout qu'au cours des 1 ou 2 premiers jours, il n'était pas tout à fait clair si les Européens allaient soutenir cet argument. Ils ont simplement dit genre « Oh, nous appelons les 2 parties à désamorcer la situation », ce qui est aussi un peu une blague. Mais maintenant, après le sommet du G7, ils ont publié des déclarations disant « Non, non, nous soutenons et nous réitérons le droit d'Israël à se défendre ». Et pour moi, c'est encore l'Occident qui essaie d'inventer une nouvelle règle dans ce soi-disant ordre international, fondé sur des règles. Et la nouvelle règle, c'est que le droit d'Israël à la légitime défense inclut tout ce qu'Israël veut frapper, pour n'importe quelle raison qu'il nous donne. Donc, si Israël invente n'importe quelle justification, cette justification est immédiatement soutenue par son droit à la légitime défense, même si cela inclut un génocide à Gaza, même si cela inclut une attaque offensive contre l'Iran. C'est donc la toute dernière règle de l'ordre international fondée sur des règles. Exactement. Et je pense, comme vous l'avez souligné, qu'il semble que nous redéfinissions ou ignorions délibérément le droit international ainsi que toute norme morale. Parce que si nous permettons à une partie, à un acteur, d'agir à sa guise et que nous facilitons cela, alors eh bien j'imagine que nous nous dirigeons vers une, la loi de la jungle ou en gros une société sans loi où il n'y a ni responsabilité ni cadre qui incite l'État et les citoyens de cet État à agir d'une certaine manière permettant à une nation de fonctionner et à ce cadre juridique d'exister à l'avenir, tant au niveau national qu'international. Et je pense qu'à l'échelle nationale, on semble, vous savez, parler de la liberté d'expression. Nous avons vu ce qui s'est passé lors des manifestations, quand des gens ont essayé d'exprimer pacifiquement leur opposition à certaines politiques, ils se sont alors retrouvés persécutés. Et à l'échelle internationale, nous venons de voir le G7 déclarer effectivement « Nous soutenons la démocratie, le droit d'Israël à se défendre », mais en même temps,
Nous ne pensons pas que l'Iran ait le même droit à la légitime défense. Et cela nous mène en quelque sorte vers ce chaos, un chaos total, tant sur le plan international que national. C'est vrai. Et c'est bien sûr aussi le vidage du sens des mots, n'est-ce pas? C'est le vidage du sens des normes. Je veux dire, encore une fois, c'est orwellien. Si l'on qualifie d'attaque agressive contre l'infrastructure d'un autre État, une attaque non provoquée contre l'infrastructure d'un autre État, et encore, pas seulement non provoquée, je veux dire, ce n'est même pas immédiat, n'est-ce pas? Il n'y avait aucune menace immédiate pour Israël provenant de l'Iran. Il n'y en avait pas. Et qualifier cela de légitime défense, bien sûr, vide complètement le concept même de légitime défense. Mais c'est ce que nous faisons constamment. Et ce vidage de sens finira par se retourner contre nous. Et encore une chose, c'est que ce n'est même pas nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'Israël fait cela. Israël agit sous cette doctrine de l'autodéfense. Il a bombardé, attaqué et envahi le Liban. Il a systématiquement bombardé la Syrie depuis 10 ans, tout ce temps. Il occupe le plateau du Golan sous cette doctrine. En fait, c'est simplement la continuation d'une politique israélienne de longue date et d'un discours visant à redéfinir l'expansionnisme agressif dans son voisinage comme de l'autodéfense. Et le fait que de plus en plus de pays adhèrent à cette idée la rend très dangereuse, car cela risque de devenir une norme dans les relations internationales. Et nous ne voulons pas que cette norme revienne, n'est-ce pas? La duplicité de l'Occident est tellement agaçante pour des gens comme toi et moi, pour la partie réfléchie de la population mondiale. Parce que d'un côté, ils continuent d'établir 2 poids, 2 mesures, n'est-ce pas? Israël a tous les droits d'attaquer qui que ce soit s'il se sent menacé. Mais si la Russie dit « nous nous sommes sentis menacés par l'Ukraine », alors là, c'est le plus grand danger pour l'humanité, n'est-ce pas? Et il faut arrêter celui-là, mais pas l'autre. C'est cette incohérence que nous ne voulons pas voir, n'est-ce pas? Et toi et moi, nous continuons de dire que dès l'instant où les soldats russes ont franchi les frontières ukrainiennes, c'était une violation du droit international, même s'il y avait une raison à cela, même si c'était provoqué. Mais nous essayons de rester cohérents en disant non. Il faut reconnaître ces violations de la norme où qu'elles se produisent, puis nous essayons de les expliquer, de les replacer dans leur contexte et d'en tirer un sens. Mais le fait est qu'en Occident, on nous sert constamment ces récits orwelliens qui présentent toujours une partie comme un agneau innocent, un ange qui ne fait que se défendre. Et l'autre comme le mal absolu. Je veux dire, c'est ce qui est si offensant pour les personnes qui essayent de regarder le monde et de comprendre ce qui se passe, car évidemment ce n'est pas noir ou blanc. Mais à certains moments, vraiment, cette tendance de l'Occident à simplement soutenir le camp qui, selon lui, sert le mieux ses intérêts politiques internationaux, ses stratégies mondiales et ses schémas de domination, puis à présenter cela en termes moraux, c'est tellement scandaleux. Au lieu de reconnaître, écoutez, si n'importe quel autre pays sur cette planète faisait ce qu'Israël fait, on l'appellerait un État d'apartheid qui tente de commettre un génocide et qui est agressivement expansionniste dans sa région. On ne le fait tout simplement pas avec celui-ci. Et cela a bien sûr à voir avec l'histoire. Et à mon avis, c'est tout simplement le dernier et le plus récent véritable projet colonial de l'Occident. Des colons européens blancs dominant une population autochtone et leur infligeant ce que l'Europe a fait à 3 continents. Ce type et cette forme de génocide relèvent du XIXe siècle, que nous, Européens, avons pratiqué régulièrement tout au long de cette période, et nous nous sentions même en droit de le faire, surtout en Afrique et en Amérique du Nord. La raison pour laquelle les gens nous ressemblent, à vous et à moi, et non pas aux Indiens natifs qui vivaient là il y a 500 ans,
c'est à cause du génocide. Et c'est ce que les Européens ont fait. Ils ont vidé au moins deux continents et demi, n'est-ce pas? Selon, je veux dire, l'Amérique du Sud s'en est un peu mieux sortie. Je veux dire, les Sud-Américains ont eu un peu plus de chance en termes de résistance. Ils ont encore une population autochtone plus importante. Mais l'Australie et l'Amérique du Nord ont été pratiquement anéantis, non? Maintenant, cela ne veut pas dire que les personnes qui y vivent aujourd'hui, c'est une partie de l'histoire avec laquelle nous devons composer. Mais lorsque nous voyons certains de ces crimes se reproduire, alors les personnes dotées d'une boussole morale, je pense, devraient essayer de nommer correctement ce qui se passe. Et on voit clairement que nos gouvernements en Europe et en Amérique du Nord ne veulent plus le faire. D'autres personnes le remarquent. En Asie, on le voit. En Afrique, on le voit et ils en parlent. Et puis l'Europe et l'Amérique du Nord réagissent. Non, 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 vous ne comprenez pas bien. Laissez-moi vous expliquer. C'est comme, on n'arrive tout simplement pas à sortir de notre fichu pot. Bon, je vais m'arrêter là. Oui, je veux dire, il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que vous avez évoqué des précédents historiques très importants qui nous aident à comprendre et à mettre les choses en perspective et à vraiment réaliser que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Et en réalité, c'est maintenant le moment où nous pouvons essayer de faire une différence, où nous pouvons avoir ces conversations inconfortables, parce que l'Occident est dominé par le récit selon lequel l'Iran est mauvais et que tous ceux qui veulent combattre l'Iran sont bons. Et je pense qu'il faut aller plus loin dans l'analyse. Et c'est certainement le moment de le faire, d'avoir ces conversations et d'essayer de comprendre ce qui motive ces politiques, la politique américaine envers l'Iran. Nous devons le faire afin de prévenir une nouvelle guerre potentielle. Vous avez mentionné les armes nucléaires, n'est-ce pas? Au cœur de tout cela se trouve bien sûr l'échec du JCPOA sous Trump et maintenant, évidemment, les négociations qui ont failli aboutir, mais ont été effectivement sabotées. Si l'on prend un peu de recul, depuis 1995, Netanyahou affirme que l'Iran est à quelques semaines ou quelques jours de développer une arme nucléaire. Donc depuis 1995, cela fait presque 30 ans et cela ne s'est toujours pas produit. Récemment, Tulsi Gabbard, ancienne membre du Congrès, a déclaré lors d'un témoignage devant le Congrès que les agences de renseignement américaines n'avaient aucune preuve, zéro preuve, qu'Iran tente de fabriquer une arme nucléaire. Aucune preuve du tout. Sa déclaration faisait suite à l'annonce publique du guide suprême iranien affirmant que l'Iran ne cherche pas et ne cherchera pas à développer une arme nucléaire. Les pays disposant d'armes nucléaires utilisent généralement de l'uranium enrichi à environ 90%, de qualité militaire, et selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran n'a enrichi de l'uranium qu'à 60%. Il est donc clair qu'il n'existe absolument aucune preuve indiquant que l'Iran représente une menace imminente pour Israël ou pour tout autre pays. Précisément, ce n'est pas le cas. C'est même pire. Vous savez, cela ne remonte qu'à 1995 avec Netanyahou, parce que c'est à cette époque que Netanyahou est devenu important dans la politique israélienne. Le récit selon lequel l'Iran serait à 1 ou 2 ans de posséder l'arme nucléaire remonte au moins à 1984. On trouve des articles dans les médias occidentaux, comme le New York Times, datant de 1984, qui mettent en garde contre cette menace. On peut même trouver des gens qui en fantasment dans les années 70, avant même la Révolution. C'est grotesque, et c'est bien sûr exactement le même récit que nous avons vu en Irak en 2003, les armes de destruction massive. Et cela s'est avéré être un mensonge total et flagrant, et cela a été révélé comme tel. Colin Powell s'est excusé d'avoir menti au Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu'il a brandi cette petite fiole en disant « Voici l'agent qu'ils utilisent ».
Et c'était tout simplement rien. Ils ont tout inventé. Et nous savons tout cela. Et ça ressort à nouveau. On le réchauffe encore une fois. C'est encore plus invraisemblable cette fois-ci. Mais il faut quand même rappeler que cela s'inscrit encore une fois dans une longue tradition de mensonges sur les capacités ou les capacités potentielles d'un adversaire désigné afin de justifier la guerre. C'est tout ce que c'est. Et quiconque dit ensuite « Mais tu ne fais pas confiance aux renseignements. Nous avons des renseignements. » Ah oui, montrez-moi ces renseignements. Et encore une fois, c'est pour cela qu'il est si important que Tulsi Gabbard soit intervenue, car elle est une ancienne membre du Congrès et a siégé aux commissions des services armés et des affaires étrangères de la Chambre. Elle a donc fait quelque chose de très habile politiquement, à savoir qu'elle a saboté cet argument il y a 2 mois. Et je la remercie beaucoup pour cela. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour écarter l'argument. Car maintenant les gens ne se réfèrent plus à cet argument, l'argument de l'intelligence, mais ils essaient plutôt d'établir un contrôle du récit, n'est-ce pas? C'est ce que les États-Unis ont appris. C'est aussi ce que l'Europe sait. Ce qu'il faut, c'est maîtriser l'espace de réflexion. Pas de toute la population. Mais, vous savez, de 80%. Tant que 80% sont avec vous en ligne, la nation avancera dans une seule direction. Si vous perdez le contrôle du récit, il se passe ce qui est arrivé aux États-Unis dans les années 70, lorsqu'ils ont perdu le contrôle de la manière dont la guerre du Vietnam était présentée, n'est-ce pas? Alors, tout à coup, vous avez des manifestations dans la rue, des manifestations de masse, et certains membres du Congrès ressentent la pression d'organiser réellement des auditions, et vous savez, de faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que la situation échappe au contrôle des vote-en-guerre en chef qui veulent que la nation aille dans une seule direction. Donc en ce moment, la tentative, surtout aussi de la part des médias, est encore d'établir ce contrôle du récit afin de créer des faits. Une chose à comprendre, c'est qu'une fois que les bombardements commencent, une fois que des soldats sont déployés, la machine de guerre est lancée, n'est-ce pas? Si vous arrivez à ce stade, alors tout ce qui suivra impliquera certainement davantage d'engagement et d'affaires militaires. Jusqu'à ce que Gertz me want inyo, faut de pachsmaimang. Mais le fait aura été accompli. Et c'est actuellement l'objectif, du point de vue des vote-en-guerre à Washington et à Tel Aviv, de surmonter l'inertie afin de déclencher la guerre. Ensuite, les choses dégénéreront très naturellement en des situations extrêmement graves. L'un des points à comprendre, c'est que parfois les gens se demandent « Mais quelle est la stratégie ?» Je veux dire, si nous allons en Iran et que cela se termine comme en Afghanistan ou comme en Irak ou en Libye, et que le pays est complètement détruit et que des centaines de milliers ou des millions de personnes meurent, ce n'est pas une stratégie, n'est-ce pas? C'est un désastre. C'est un désastre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens aux États-Unis et à Tel Aviv qui veulent exactement cela. C'est l'objectif. La catastrophe est l'objectif. Nous agissons de manière humanitaire. Nous voulons simplement nous débarrasser du régime des mollahs. Nous voulons aider les Iraniens à s'émanciper. Tout cela, c'est du pur baratin. Je veux dire, M. Netanyahou comprend parfaitement, et il l'a mis en œuvre dans son entourage, en Syrie, au Liban, en Irak, etc. Ce qui a été appliqué non seulement au cours des 20 dernières années, mais des 50 dernières années. Une stratégie de terre brûlée. Si tout le reste brûle, et que les autres se font la guerre, parce que vous encouragez le factionnalisme et le terrorisme, et qu'ensuite ils se bombardent entre eux, alors Israël peut prospérer, n'est-ce pas? C'est comme si vous prospériez dans le chaos des autres. Et il ne s'agit pas de dire qu'il s'agit d'un plan maléfique. C'est simplement ce qui a émergé naturellement et ce qui a fonctionné.
Et faire cela maintenant, à une échelle massive, totale, en Iran, c'est l'objectif de certaines de ces personnes. Et ils le camouflent derrière l'humanitarisme, parce que les gens aiment l'humanitarisme. Les gens aux États-Unis et en Europe aimeraient être bons. Ils aimeraient aider les autres. Donc ce qu'il faut faire, c'est vendre la guerre, la mort, la destruction et le chaos comme un moyen d'apporter l'humanitarisme. Et c'est ce qui est si pervers dans cette approche. Certaines personnes à Washington et à Tel Aviv comprennent réellement ce qu'elles font, et d'autres croient qu'elles agissent pour des causes humanitaires, n'est-ce pas? C'est un bombardement humanitaire, une intervention humanitaire. Ils croient à ces absurdités. Et peut-être devons-nous différencier ces deux groupes, mais cela ne concerne que des questions morales. En réalité, ces deux groupes mettront en œuvre le même type de politique qui aura des effets horribles. Et si quelqu'un dit « Oh, mais c'est mieux que Saddam ait été renversé en Irak. Il vaut mieux vivre dans un monde sans Saddam qu'avec Saddam. » Alors je vous demande simplement, eh bien, allez demander aux Irakiens. Cela fait 20 ans. Ils n'ont toujours pas retrouvé leur autonomie. Ils n'ont même pas le contrôle de leur pétrole. Les États-Unis extraient le pétrole, placent l'argent sur un compte bancaire à New York, et l'Irak doit faire une demande pour utiliser l'argent provenant de son propre pétrole sur le compte bancaire new-yorkais. Et c'est à la discrétion des États-Unis de dire oui ou non. Dans de vastes régions d'Irak, il y a encore des coupures de courant quotidiennes après 20 ans, parce que les États-Unis ont bombardé toutes les infrastructures, le réseau électrique de l'Irak, et interdisent à l'Irak de les reconstruire. L'Irak est également fracturé en différentes parties, et la région kurde bénéficie d'un peu plus d'autonomie, mais le pays est complètement morcelé. Encore une fois, ce chaos et ce faible niveau de vie font partie intégrante de la stratégie visant à maintenir d'éventuels rivaux sous contrôle. Car sous Saddam Hussein, l'Irak était un État fonctionnel, avec en particulier une armée opérationnelle. Et c'est précisément ce que craint Israël, que les Arabes s'unissent réellement et disposent aussi de moyens militaires. Je comprends que du point de vue israélien, cela puisse effectivement sembler être une menace. Mais le fait de dire aux autres que parce que vous vous sentez en insécurité lorsque d'autres possèdent un État fonctionnel, cela justifie, selon le droit international, de démanteler leur pays et de semer la mort et la destruction. Ce n'est pas légitime. Pourtant, c'est ce qui se passe. Et en ce moment, ce qu'ils essaient de faire, c'est un méga Irak en Iran. Voilà le récit. Mais je pense vraiment que cela pourrait se retourner contre eux de façon spectaculaire. Et c'est déjà en train de se retourner contre eux, littéralement, de façon spectaculaire. Exactement. Et je veux effectivement parler du changement de régime dans quelques minutes. Mais d'abord, je pense qu'il faut aussi souligner que l'Iran était à la table des négociations avec les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, on voit ces publications du président Donald Trump disant « cela les amènera à la table des négociations ». Or, ils étaient déjà à la table des négociations et l'Iran accueillait favorablement la diplomatie parce qu'il comprenait probablement que tout d'abord, les sanctions économiques sont dévastatrices. Et vous savez, lorsque j'ai parlé au professeur Morandi il y a plusieurs mois, il a souligné que les sanctions économiques imposées à l'Iran touchent de manière disproportionnée les civils. Par exemple, dans de nombreux cas, des personnes atteintes de maladies graves ne peuvent pas acheter de médicaments à cause de ces sanctions. Donc lorsque les personnes qui écoutent cette conversation pensent « Eh bien, nous devons leur imposer des sanctions pour les forcer à faire X, Y, Z », il faut comprendre que ces sanctions touchent d'abord et avant tout les civils et qu'elles affectent les groupes les plus vulnérables. Ainsi, vous savez, l'Iran a accueilli favorablement la diplomatie il y a seulement quelques semaines.
Il a accueilli la diplomatie parce qu'il est probable qu'un accord nucléaire pourrait permettre à l'Iran de s'intégrer dans un nouveau Moyen-Orient. La Chine a récemment négocié la paix entre l'Iran et l'Arabie saoudite il y a plusieurs années. C'était donc une bonne façon d'évoluer vers un environnement plus stable et pacifique, du moins on l'espérait. Cela semblait au moins ouvrir la voie à une certaine stabilité, et cela aurait permis aux États-Unis de se retirer de la région. Bien sûr, cette issue aurait été très bénéfique pour les États-Unis, mais elle a été sabotée par les frappes du 13 juin. Et maintenant, nous sommes au bord de ce qui pourrait évoluer en une troisième guerre mondiale si les choses continuent dans cette direction. Oui, c'est tout à fait exact. Je veux dire, c'est pour cela que c'est un argument aussi sournois et une manière aussi trompeuse de vendre la guerre au grand public, non? Parce que c'est pas seulement la question de la table des négociations. C'est aussi la question des armes nucléaires. Je veux dire, imaginez les États-Unis et l'Iran répètent sans cesse que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Or, le fait est que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires. Et l'Iran dit nous ne cherchons pas à obtenir des armes nucléaires. Donc les États-Unis disent à l'Iran de ne pas faire quelque chose qu'ils ont déjà dit ne pas faire et qu'ils n'ont pas l'intention de faire. Et ensuite, ils disent « Oh, mais vous devez accepter cela. » C'est comme « Oui, nous avons déjà accepté. Oh, mais vous n'êtes pas d'accord. » C'est comme « Comment réagir à cela? Sérieusement, comment gérer ça? » Et puis la deuxième chose, c'est « Vous devez négocier avec nous. » Eh bien, nous sommes en train de négocier. Nous avons prévu le prochain cycle de discussion. Et à chaque rencontre, le président américain dit « Oh, nous allons conclure un accord. Nous nous rapprochons. Nous nous rapprochons. » Et puis l'autre camp vous bombarde à l'improviste. Ils ne s'y attendaient pas parce que ces négociations étaient en cours et ils avaient baissé leur garde. Les Israéliens, avec l'aide du renseignement et des moyens américains, ont pu mener cette attaque surprise avec des drones qu'ils avaient introduits clandestinement dans le pays. Un type de guerre très dangereux, incluant des frappes de missiles. Et bien sûr, ils ont neutralisé la défense aérienne iranienne par voie électronique pendant au moins 8 heures. Je veux dire, c'était un coup de théâtre énorme, vraiment énorme. Et puis, 24 heures plus tard, le président américain sort et dit « Ah, j'étais au courant depuis le début. Vous savez, tout cela était coordonné. C'était une frappe magnifique. Une frappe magnifique. J'étais au courant depuis le début. » Et ensuite, ils disent « Oh, mais il faut venir à la table des négociations. » Et de l'autre côté, on se dit « Mais c'est quoi ce délire? » Vous venez d'admettre que négocier avec nous faisait partie de la ruse, d'une tactique pour nous faire croire qu'on était sur la bonne voie. Ensuite, vous vous vantez d'avoir fait ça, que ça a marché, et qu'on a été assez naïf pour vous croire. Et malgré tout, vous continuez à dire « Il faut encore négocier ». Je veux dire, qu'est-ce que vous attendez sérieusement de l'Iran? En plus du fait que c'est précisément ce président qui au départ est sorti du JCPOA, qui était un cadre de traité multilatéral, légal et fonctionnel avec les Européens, avec la Russie, des puissances garantes, et l'Iran respectait ces normes établies, tout le monde l'a dit, y compris l'organisme de surveillance nucléaire, comment s'appelle-t-il déjà? L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, et il en est sorti. L'Iran est en fait resté, puis s'est fait critiquer pour avoir enfreint l'accord. L'Iran a dit, eh bien, nous allons reprendre une partie de cet enrichissement. Et ensuite, les États-Unis prennent cela comme argument en disant, ah, mais vous violez l'accord. C'est comme oui, l'accord que vous avez vous-même quitté. La position des États-Unis en matière de négociation est incroyablement maximaliste, notamment non seulement dans ce qu'elle exige,
mais aussi dans la manière dont elle exige que l'autre partie ignore tout ce qui s'est passé avant la date à laquelle la nouvelle exigence est formulée. Et les États-Unis ont de nouveau montré cela lors du dernier cycle de négociations, quand M. Witkoff s'est rendu au Moyen-Orient pour rencontrer des interlocuteurs à Oman et qu'ils ont eu ces discussions. Et Witkoff a alors dit « D'accord, ce que nous voulons, c'est un faible enrichissement. Réduisez votre enrichissement et cela nous convient. » Et l'Iran a en fait répondu « D'accord, très bien, nous allons réduire l'enrichissement. » Witkoff est revenu sur Trump et s'est immédiatement fait rabrouer. On lui a dit « Oh, ce n'est pas seulement l'enrichissement, il faut aussi accepter de limiter votre programme de missiles. » Et ça, vous savez, les États-Unis déplacent immédiatement les objectifs. Immédiatement. Et c'est quelque chose que l'Iran ne peut évidemment pas accepter et n'acceptera pas à cause du danger venant d'Israël. Ils ont immédiatement déplacé les objectifs. Et maintenant, l'objectif, depuis hier, ou il y a 12 heures, a encore changé. Parce que Donald Trump a annoncé que ce qu'il exige désormais, c'est une reddition sans condition sur Truth Social. Il a utilisé le terme reddition sans condition. Donc ce que vous exigez maintenant, c'est le scénario du Japon, n'est-ce pas? Le Japon a signé une reddition sans condition en 1945 et a ensuite été directement occupé pendant 7 ans par les États-Unis. Voilà donc le nouveau seuil fixé pour éviter une guerre plus vaste. Et si l'Iran n'accepte pas cela, alors les États-Unis disent que c'est la faute de l'Iran. Je veux dire, vous n'avez pas accepté l'accord. Mais ce n'est pas un accord. Ce que vous proposez, ce sont des conditions de reddition. À ce stade, c'est tout simplement, c'est incroyable de penser qu'une nation sur Terre accepterait quelque chose de ce genre avant d'être totalement vaincue militairement. Mais c'est justement ce que nous aimerions éviter. Nous voudrions éviter, vous savez, que Téhéran soit transformé en une autre Hiroshima ou Nagasaki. Et nous savons que c'est désormais la menace. Si Donald Trump, comme il l'a fait encore hier, dit à tout le monde de quitter Téhéran, c'est une menace directe d'attaquer toute la ville. Et bien sûr, pour commettre un autre acte de violence génocidaire, que ce soit par des armes nucléaires ou par des bombardements massifs. Et il s'agit d'une ville de 10 millions d'habitants. On ne peut pas évacuer une ville de 10 millions de personnes. C'est absolument impossible. Des milliers de personnes mourraient, ne serait-ce que les personnes qu'il faudrait transporter hors des hôpitaux, les personnes âgées, les handicapés, les services de néonatologie, etc. Je veux dire, c'est totalement impossible, sans parler de la logistique et des personnes fragiles qui périraient en chemin. Et où pourrait-on tous les mettre? C'est absolument impensable. Tokyo avait envisagé une évacuation à un moment donné en 2011, lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le gouvernement a décidé de ne pas le faire, parce qu'ils ont dit, si nous faisons cela, nous tuerons à coup sûr des milliers de personnes. Il vaut donc mieux espérer que les retombées ne viendront pas et que nous serons en sécurité. Et heureusement, cela a été le cas. On ne peut pas évacuer des villes de cette taille. Donc, si les États-Unis prévoient réellement de bombarder Téhéran de manière intensive, cela coûtera aussi des milliers de vies. Et il n'est pas possible de se cacher derrière l'excuse « Oh, mais nous leur avons dit d'évacuer, ils ne l'ont pas fait. » Ce n'est pas une blague. C'est juste malsain. Pensez-vous que de nombreux États vont désormais se dire « Vous savez quoi? Je pense qu'il vaut probablement mieux développer une arme nucléaire en dehors du traité de non-prolifération, comme l'ont fait par exemple Israël, la Corée du Nord, le Pakistan et plusieurs autres États, plutôt que de risquer d'être bombardés ou de se retrouver dans la situation de Téhéran dans quelques années. » Oui et non. Oui, parce que cela appuie clairement l'argument que vous venez d'exposer.
Et le deuxième exemple que nous avons eu au cours des 3 dernières années est bien sûr l'Ukraine. Malgré toutes les critiques que l'on peut adresser à l'Occident et à l'Ukraine, il faut aussi reconnaître que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre en cours démontrent également que, si l'Ukraine avait possédé des armes nucléaires, la Russie ne l'aurait pas envahie, n'est-ce pas? C'est aussi une conclusion logique que beaucoup de gens tirent, à mon avis. Et avec l'Iran, ce sera une autre conclusion logique que les gens retiendront. Le fait que la Corée du Nord n'ait pas été attaquée avec des armes nucléaires prouve simplement que le régime nord-coréen avait raison. Ils ont eu raison de penser que ce dont ils avaient besoin, c'était d'armes nucléaires pour maintenir le régime et le type de société qu'ils ont, sans être attaqués par l'Occident. Sinon, vous êtes sur la sellette, non? Donc naturellement, cet argument devient de plus en plus fort. D'un autre côté, le régime de non-prolifération est heureusement assez ancien. Il remonte il a été négocié entre 1965 et 1968, puis 1970. Non, pardon, entre 1958 et 1968. Les premières signatures datent de 1968. Et depuis, nous avons mis en place un régime mondial chargé de la distribution de l'uranium et du plutonium dans le monde. Le génie du TNP, c'est d'associer la signature du traité, c'est-à-dire dire, d'accord, nous ne développerons pas d'armes nucléaires, au droit d'acheter de l'uranium, du plutonium, etc., ce à quoi tous les pays n'ont pas accès. Ce ne sont pas des terres rares, mais ce sont les combustibles de cette technologie, et ils n'existent pas partout. Et l'extraction de cela est mutualisée et contrôlée par l'AIEA. Donc l'un des mécanismes dont nous disposons, c'est qu'il est extrêmement difficile de se procurer le matériau nécessaire sans faire partie du TNP. Maintenant, il est possible de l'obtenir, et le Pakistan et l'Inde en sont la preuve, bien sûr. Et Israël aussi, car Israël, nous savons qu'ils possèdent des armes nucléaires, et qu'ils ont un programme nucléaire indigène, et qu'ils savent comment faire. Nous savons qu'il est possible de se procurer ces matériaux, mais c'est difficile, c'est compliqué. Donc, tous les États n'auront pas la capacité non seulement de développer le savoir-faire, mais aussi de contourner ces restrictions. C'est pourquoi je dis oui et non. Mais clairement, les pays militairement et scientifiquement capables, prenons par exemple la Turquie, ils pourraient y réfléchir maintenant, vous savez, et ceux qui sont suffisamment grands et compétents pourraient envisager cette option. Les Saoudiens pourraient y penser, et pour eux cela pourrait devenir réalisable. Maintenant, il y a toujours des restrictions, et bien sûr on peut contourner ces restrictions, mais ce ne sera pas facile. Donc, je ne pense pas que ce statut provoquera immédiatement l'effondrement total du TNP, mais ça pourrait bien être au coup de grâce et Swarthgate en Secrethoth Turb, si nous ne changeons pas la donne. Parlons du déploiement sans précédent de nombreux avions de guerre américains à travers l'Atlantique. Comment voyez-vous cela? L'administration Trump cherche-t-elle simplement à montrer sa force, à dire à l'Iran « Regardez à quoi vous êtes confrontés » ou bien les États-Unis sont-ils réellement en train de se préparer à rejoindre Israël dans sa guerre contre l'Iran? Qu'en pensez-vous? Pour celui-ci, je n'en sais tout simplement pas assez. Je veux dire, cela me semble être la préparation avant le coup, non? Et le déploiement des moyens, ces avions militaires, vers l'Est, ou du moins vers l'Europe, puis pour un déploiement à partir de là. Mais je ne sais pas assez ce qui se passe à Diego Garcia. Je veux dire, si des navires s'y rassemblent, etc., si ces moyens, ces porte-avions, sont où ils sont positionnés, où ils se trouvent. Mais le risque est très élevé que ce soit exactement cela, que ce soit la montée en puissance, de façon partiellement secrète et partiellement ouverte. Je veux dire, je ne pense pas qu'on puisse cacher cela aux Iraniens. On ne peut pas le cacher à des gens qui ont une capacité de surveillance suffisante, mais on peut certainement essayer de le cacher
ou de le camoufler à notre égard. Il y a un argument selon lequel ces avions se rendent en Europe pour participer à un exercice régulier de l'OTAN, et que tout cela est normal, blablabla. C'est aussi possible. Je ne sais pas. Je veux dire, nous sommes actuellement plongés dans ce brouillard de guerre où le grand public doit être trompé et amené à croire certaines choses que plus tard, même ces gouvernements nieront avoir jamais eu lieu. Nous ne savons pas. J'évaluerai le risque, la probabilité que cela soit le déploiement militaire en vue d'une implication à grande échelle des États-Unis dans la guerre contre l'Iran comme étant très très élevé, surtout en tenant compte du fait que Donald Trump est rentré un jour plus tôt du sommet du G7 afin de s'occuper du Moyen-Orient. Il a lancé cette menace à Téhéran, ce qui n'est rien d'autre, à mon avis, qu'une menace claire d'aggraver encore la situation, que ce soit avec les États-Unis eux-mêmes ou avec les capacités iraniennes locales. Car n'oublions pas qu'ils ne possèdent pas d'armes nucléaires. Si les États-Unis donnent le feu vert pour une attaque nucléaire contre Téhéran, cela pourrait aussi être envisagé. Je veux dire, il y a beaucoup de choses potentiellement très dangereuses qui pourraient se produire et auxquelles les États-Unis pourraient consentir. Je ne sais pas laquelle ce sera, mais il m'apparaît tout à fait clair qu'en ce moment, nous sommes au moins dans une phase de préparation à d'autres événements à venir. Et il y a aussi quelque chose d'assez étrange qui vient de se produire. Je crois d'ailleurs que tu l'as mentionné dans l'une de tes vidéos. Tu as attiré l'attention sur la récente publication de Ray McGovern sur X, et j'aimerais également attirer l'attention de nos spectateurs là-dessus avant de passer au sujet du changement de régime. Donc, l'USS Nimitz, qui, à ma connaissance, a 50 ans et approche de la fin de sa durée de vie opérationnelle, a été déployé au Moyen-Orient avec d'autres moyens. L'ancien officier de la CIA, Ray McGovern, a commenté sur X. Il a dit « USS Nimitz, attendez-vous à être attaqué à l'approche du Moyen-Orient, pas par l'Iran, mais par Israël lors d'une attaque sous faux drapeau qui en accusera l'Iran. » Et il a ajouté « Ne couvrez pas cela comme la marine américaine lorsque Israël a attaqué l'USS Liberty. » Donc, venant d'un ancien agent de la CIA, cette déclaration est clairement à prendre au sérieux, tu ne trouves pas? Oui, mais c'est un avertissement. C'est comme, encore une fois, c'est comme lorsque Tulsi Gabbard est sorti en mars en disant « Nous estimons qu'il n'y a pas d'armes nucléaires ». Je veux dire, c'est encore une personne qui essaye de désamorcer un argument potentiel, très important, pour les votes en guerre. Et ce que nous devons faire, c'est en parler. Je veux dire, le danger d'une attaque sous faux drapeau est énorme. Et Ray McGovern, je veux dire, il est brillant et lorsqu'il a pris sa retraite de la CIA, ils ont créé ce groupe de professionnels du renseignement pour la raison, pas des officiels, des professionnels du renseignement. Bref, ce groupe de personnes, avec quelques autres, a dit « Écoutez, d'après ce que nous savons et la façon dont nous faisions du renseignement à la CIA, nous pouvons vous dire qu'une grande partie des informations que l'on vous donne sont des mensonges, y compris, bien sûr, les ADM. » Je veux dire, encore une fois, la guerre repose sur des mensonges, mensonge après mensonge. Et ce qu'il essaye de faire, c'est de dire, regardez, il y a un futur mensonge potentiel, alors parlons-en maintenant. Parce que ce dont vous avez besoin aux États-Unis, encore une fois, pour obtenir ces 80%, la masse critique derrière vous, c'est d'être attaqué. Parce que vous devez être les gentils, n'est-ce pas? Et les gentils, ils se défendent. Parce que les États-Unis, c'est très important dans leur propre perception, sont une superpuissance réticente, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas faire la guerre. C'est vraiment une nation pacifique. Elle aspire à la paix, à la démocratie, à la stabilité. Elle veut le meilleur pour tout le monde. Mais il se trouve simplement qu'il y a ces démons. Vous savez, le monde est un endroit mauvais et nous sommes du côté de Dieu.
Et ce que nous devons faire, lorsque le diable montre sa vilaine tête et ne nous laisse pas le choix, eh bien, alors nous nous battons et nous frappons fort, parce que c'est la chose la plus humaine à faire. Et nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour l'humanité. Et ce récit doit être construit. Actuellement, il est difficile de le construire. Car même si vous êtes, vous savez, CNN ou le New York Times, aveugle à ce qui se passe, vous ne pouviez pas ignorer le fait que, eh bien, vendredi dernier, c'est en quelque sorte Israël qui a commencé l'attaque. Vous savez, ils l'ont même dit publiquement. Ils n'ont même pas essayé de trouver une excuse. Ils ont simplement dit que c'est eux qui faisaient cela. Alors, on se gratte la tête. C'est moralement difficile en ce moment. Donc ce qu'il vous faut, c'est une véritable raison morale. Et la meilleure raison morale, c'est bien sûr d'être attaqué et de perdre quelques marines, parce que là, on peut être vraiment indigné. C'est essentiellement comme ça que les États-Unis ont justifié leur entrée dans la plupart de leurs guerres. Même pendant la Première Guerre mondiale, vous savez, ils ont utilisé le naufrage du Lusitania comme raison pour laquelle les États-Unis avaient une obligation morale. Ce qui est vraiment étrange parce que le Lusitania a coulé en 1915. Et en 1917, les États-Unis ont utilisé cela comme raison principale. Il faut empêcher un autre Lusitania. Il leur a fallu 1 an et demi, mais cela montre à quel point les États-Unis étaient vraiment, honnêtement, réticents à l'époque. Mais, vous savez, ils construisent ce récit du sous-attaque, sous-attaque. Et bien sûr, l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale, l'événement le plus important, même encore aujourd'hui, c'est Pearl Harbor, non? Ça a été un moment charnière qui a profondément changé la mentalité des États-Unis. Et la raison officielle pour laquelle les États-Unis se sont ensuite engagés à fond au Vietnam, c'était le golfe du Tonkin. On sait aujourd'hui que c'était un mensonge. Et puis il y a eu les armes de destruction massive en Irak, et ainsi de suite. Je veux dire, mensonge après mensonge, mais c'est le schéma, non? Donc ce qu'il faut reconnaître, c'est que si ce schéma se répète encore aujourd'hui, ce sera parce que nous avons été attaqués. Et Ray McGovern a d'ailleurs dit qu'il trouvait étrange qu'on ait ce navire vieux de 50 ans, qui est en fait juste un canard boiteux. Pourquoi, je veux dire, si on voulait faire exploser quelque chose, surtout quelque chose qui pourrait ensuite couler au fond de l'océan et que personne ne pourrait jamais aller examiner, eh bien, celui-là ferait l'affaire. Donc, oui, cela pourrait ne pas arriver. Mais le schéma suggère que quelque chose de ce genre est imminent, ce qui est, bien sûr, une pensée très troublante, car cela signifierait que les États-Unis accepteraient délibérément, consentiraient à une attaque contre leurs propres biens et à la mort de leurs propres citoyens. Mais c'est encore une fois quelque chose que l'on sait que les États font. Ils prennent cette décision afin de créer ce dont ils ont besoin pour s'engager davantage dans la guerre. Je veux dire, d'autres États l'ont déjà fait. L'Allemagne l'a fait. Les Japonais l'ont fait. Ils attaquent leur propre infrastructure et parfois leur propre personnel meurt, puis ils utilisent cela comme prétexte pour entrer en guerre. C'est une vieille ruse. Ce n'est pas nouveau. Peu de choses peuvent arrêter le complexe militaro-industriel, peu importe où il se trouve, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le changement de régime en Iran apparaît désormais comme l'un des objectifs très évidents, mais auparavant ignorés, ou du moins peu discutés. Et aujourd'hui, j'ai été très surpris de voir Pahlavi publier une vidéo dans laquelle il appelait les Iraniens à descendre dans la rue et à renverser le gouvernement iranien. Il semble donc que tout soit en train d'être mis en place pour un nouveau changement de régime. Et un changement de régime entraînera bien sûr une guerre civile et des centaines de milliers de personnes risquent d'en être victimes.
De plus, un point très important pour l'Europe, et l'Europe devrait y réfléchir, c'est que cela pourrait créer une nouvelle crise massive de réfugiés musulmans. Cela viendra s'ajouter à une crise déjà existante, que l'UE a déjà du mal à gérer, mais cela va l'aggraver considérablement. Alors, comment percevez-vous cet objectif de changement de régime en Iran? Je veux dire, c'est évidemment un objectif. Le fils de l'ancien Shah est prêt. Il est prêt aux États-Unis. Il est en attente depuis au moins les 30 dernières années. Je me souviens de vidéos de lui faisant ce genre de choses, qui revenaient régulièrement, ces dernières années en fait. Je me souviens de la dernière en 2019, lorsqu'il y avait aussi une crise dans le détroit d'Ormuz, quand les États-Unis ont presque tiré sur, quand l'Iran a abattu un des drones américains dans son espace aérien. Et ensuite, les États-Unis ont dit « Oh, on va vous bombarder », puis ne l'ont pas fait. Aussi, lors de cette crise, dans cette interaction, le gars a en fait produit une vidéo disant « Oh, nous sommes là et nous attendons ». Et on peut voir comment il essaie d'avoir un arrière-plan qui paraît vraiment, vous savez, très digne. Et ils essaient généralement de faire ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on mène ces opérations de changement de régime, on voit apparaître la nouvelle marionnette désignée, même s'il s'agissait auparavant d'un chef de l'État islamique, comme en Syrie, n'est-ce pas? Soudainement, il n'est plus en uniforme, ni en turban ou autre. Il porte un costume cravate, avec des drapeaux derrière lui, et il est présenté comme le dirigeant. Ce genre de coup de communication va arriver. Et c'est exactement ce qu'ils font en ce moment. La question est-ce que cela va fonctionner? Donc, cela pourrait être le début, comme tu l'as dit, d'une transition vers un changement de régime, puis une guerre civile. Et ce sera une guerre civile à la manière de l'Afghanistan, n'est-ce pas? Un régime installé, soutenu par les États-Unis, qui combattra les forces de résistance du régime actuel, lesquelles seront repoussées et mises à l'écart. Et je peux vous assurer qu'ils utiliseront des tactiques talibanes, et ensuite, les États-Unis les qualifieront de terroristes, et ainsi de suite. Quiconque n'est pas de votre côté est un terroriste. Mais encore une fois, cela pourrait devenir un méga Afghanistan. En Afghanistan, il a fallu 20 ans aux États-Unis pour remplacer les talibans par les talibans. Et cela pourrait se reproduire. Mais dans le processus, cela tuera des centaines de milliers de personnes. Cela détruira la nation iranienne. Et cela détruira le tissu social existant. Et encore une fois, si cela se produit, ce sera le scénario idéal pour Israël. Mais bien sûr, cela se fera au prix de milliers de vies américaines, s'ils doivent réellement envoyer des troupes au sol. Et si vous voulez mettre ce régime au pouvoir à Téhéran, il vous faudra probablement des troupes au sol, car il ne suffit pas de bombarder le pays jusqu'à le réduire en miettes, car la population s'y opposera. Maintenant, le rêve reste bien sûr qu'il y ait une révolte indigène et que vous obteniez suffisamment de soutien local, des personnes prêtes à prendre les armes pour ramener le Shah, et que vous disposiez d'un groupe indigène très violent qui exécuterait vos ordres. C'est le rêve. Mais à ce sujet, je dois dire que j'ai quelques amis iraniens ici, et ils m'ont dit qu'ils n'aimaient pas le régime. C'est vrai. Ils détestent ce que fait le régime. Ils détestent aussi la façon dont ils traitent les femmes. Ils détestent la manière dont ils étouffent la dissidence, dont ils pendent des gens simplement pour avoir publié des choses qui ne leur plaisent pas. Et c'est quelque chose que, je veux dire, cette partie du gouvernement fait. Mais ces amis me disent, écoute, je ne veux pas que mon pays soit bombardé. Je suis en faveur du fait que les gardiens de la révolution ripostent et essayent réellement de nous défendre. Et nous sommes en quelque sorte maintenant contents qu'ils nous défendent et qu'ils essayent de défendre la nation iranienne. Et un autre point, les Juifs d'Iran, la communauté juive, 2 de ses dirigeants sont sortis publiquement pour dire qu'ils condamnaient fermement ce qu'Israël a fait
et qu'ils exigent la fin des hostilités contre la nation iranienne dont ils font partie. Je veux dire, même la communauté juive d'Iran condamne tout cela. Et vous savez, la communauté juive est en fait très bien intégrée en Iran. Elle n'est absolument pas persécutée. Mais cela revient simplement à dire que les chances, il semble maintenant que ce qu'a provoqué cette attaque, c'est qu'elle a en réalité galvanisé l'Iran en tant que peuple et en tant que nation multiethnique. Parce que mon ami, lui, n'est même pas perse, mais vient du nord de l'Iran. Mais cela galvanise tout cela, et cela produit l'effet inverse. Au lieu de diviser la société, cela la soude. Et si vous voulez toujours un changement de régime, alors il vous faudra des troupes au sol, et ce serait une catastrophe à grande échelle. Je n'arrive tout simplement pas à l'imaginer. Vous savez, les troupes au sol en Irak et en Afghanistan étaient déjà des problèmes énormes. L'une a plus ou moins fonctionné, l'autre, vous savez, s'est échappée et est hors de contrôle. Une perte massive de vies humaines également pour les États-Unis. Mais encore une fois, le complexe militaro-industriel en sortira gagnant. Et c'est exactement ce dont rêve Israël et ce qu'il souhaiterait. Et c'est probablement l'une des seules choses qui pourrait aussi empêcher de plus grands problèmes politiques pour Israël avec ses voisins immédiats. Et n'oublions pas que pendant que cela se produit, un génocide se poursuit à Gaza. Chaque jour encore, 40, 50, 60 personnes sont tuées, abattues et bombardées dans un camp de la mort à ciel ouvert. C'est un moment très très triste. En effet. Donc en Irak, pour justifier l'invasion, le gouvernement a utilisé le prétexte que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Et bien sûr, Hussein n'en avait pas. Donc en ce moment, nous revivons en quelque sorte une situation très similaire, où des récits sont créés pour justifier ce qui semble être une possibilité très réelle. Alors Pascal, y a-t-il quelque chose qui puisse être fait maintenant à ce stade pour éviter un Irak 2.0? Oui, les manifestations. La seule chose qui a fonctionné pendant la guerre du Vietnam, ce sont les manifestations. Sortez et manifestez. Et ne croyez pas à ces récits de guerre. Exigez que cela cesse. Et je ne m'adresse pas seulement aux Nord-Américains, je parle aussi aux Européens. Des manifestations de masse, des manifestations pour que cela s'arrête, car c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que les Israéliens ont fait ce qu'ils ont fait maintenant. Je veux dire, nous avons vu pour la première fois en Europe des manifestations de masse contre le génocide à Gaza, n'est-ce pas? Le récit est en train de changer. Le récit, je veux dire, les Israéliens perdent leur domination sur cette idée qu'ils sont le peuple persécuté, le peuple le plus persécuté sur Terre, et qu'ils doivent rester, et que nous devons tous soutenir cela, parce que sinon, un autre holocauste se produira. Je veux dire, cela a protégé Israël et leur a donné beaucoup de leviers politiques et de protection pour semer le chaos autour d'eux, en particulier contre les Palestiniens, mais aussi contre les Syriens et d'autres. Et ce processus est en train de disparaître. Et je pense que j'interprète l'attaque comme étant au moins en partie motivée par ce facteur de tentative de reprendre le contrôle du récit. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est simplement nous y opposer. Non, nous n'acceptons pas cela. Nous nous exprimons publiquement contre et nous exigeons que nos chaînes de télévision présentent notre point de vue et que nous demandions à ne pas nous impliquer militairement en Europe et en Amérique du Nord. Nous devons simplement retirer notre soutien au projet israélien en matière d'armement et, idéalement, exercer aussi une pression économique sur eux. Et alors, ils devront cesser. Ils sont une nation minuscule, et le peuple d'Israël doit être protégé, en sécurité et en paix. Et il en a parfaitement le droit, tout comme chacun d'entre nous.
Nous avons tous des droits humains. Chacun d'entre nous. Les Israéliens aussi. Les Palestiniens aussi. Les Iraniens aussi. Les Israéliens ont le droit absolu d'être en sécurité et en paix. Mais ils n'ont pas le droit de chercher à obtenir une hégémonie absolue dans leur région et de tuer tous ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Nous devons changer. Cette approche d'Israël doit changer. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de retirer notre soutien. J'espère donc que cela pourra être obtenu par des manifestations. Et encore une fois, le récit qui se construit vise à nous endormir, à nous pousser à l'inaction, à nous faire accepter que ça se passe désormais. C'est désormais la réalité. Vous savez, c'est, eh bien, la troisième guerre du Golfe. Je veux dire, on en a déjà eu 2. Alors pourquoi pas une troisième? C'est juste la troisième guerre du Golfe. Allez, il y a tellement de guerres. Restons simplement chez nous et changeons de chaîne, non? Zappez un peu. Les gens ne zappent plus, mais faisons défiler, non? Si ça marche, si les gens font défiler, alors on aura la guerre. Si les gens arrêtent de faire défiler et disent vraiment « Non, je vais écrire à mon député. Non, je vais soutenir, comment ça s'appelle, l'organisation de Medea Benjamin, Code Pink. Code Pink. Code Pink. Je vais soutenir d'autres mouvements anti-guerre et leur faire un don, puis participer à ces rassemblements ou diffuser leurs opinions. Eh bien là, on obtient l'élan sociétal pour s'opposer et peut-être changer le cours de la guerre. Pascal, merci beaucoup pour cela. C'était une excellente conversation et j'espère vraiment que vous reviendrez car j'aimerais avoir votre avis sur ces événements à mesure qu'ils évoluent. À tout moment, Lena. J'adore ta chaîne et le travail que tu fais, et je pense que ça se voit. Je veux dire, les commentaires sous tes vidéos sont toujours formidables. Donc ça montre que tu as aussi un public génial et que tu encourages cela. Donc je suis ravi d'être à nouveau en ligne avec toi.